Cité Véron, dans le 18e arrondissement de Paris, derrière le Moulin Rouge, une terrasse. C'est là que vivait dans les années 50 et 60 le poète Jacques Prévert. Et c'est là que nous rencontrons une de ses meilleures spécialistes, Carole Rouet. Quand on étudie les premières ébauches scénaristiques de Prévert, quand on regarde ses scénarios, on s'aperçoit qu'il a une conception et une méthodologie assez atypiques. Il utilise en fait toujours la même méthode. Il commence par prendre 2 grandes pages de Bristol qu'il attache ensemble et en fait il les quadrille horizontalement. Et sa manière de créer, sa méthode commence toujours de la même façon, c'est-à-dire par les personnages. En fait, Prévert commence par les personnages, il va les disposer dans cette sorte de portée musicale qu'il a dessinée sur sa page, et il va commencer à les caractériser. Donc il commence toujours du personnage le plus important jusqu'au personnage secondaire. Ces personnages, il va les définir, leur donner des caractéristiques. Il va commencer d'emblée à leur attribuer des bribes de dialogue. Donc il commence par le dialogue, les personnages et le dialogue. Et puis il est très atypique parce qu'en fait il a une écriture très visuelle qui lui vient peut-être de la poésie justement, et il fait des petits dessins. Il commence à les visualiser, il leur donne leurs attributs vestimentaires. Par exemple, sur la planche des Enfants du Paradis, on va déjà trouver un dessin du petit miroir de Garance, qu'on retrouvera évidemment avec la scène du conte. Donc il commence toujours par les personnages, toujours par la caractérisation des personnages, et en fait le lien entre le personnage et l'histoire vient dans un deuxième temps. Ce qui l'intéresse chez les personnages, ce sont les acteurs, c'est pour ça qu'il commence par les personnages. En fait, Prévert écrit toujours ses personnages pour des acteurs qui sont des amis. Et il les conçoit pour qu'ils soient parfaitement en adéquation avec l'acteur prévu. Il commence aussi à dessiner certaines scènes, certains décors. C'est par exemple quelque chose qui a pu poser problème pour des réalisateurs qui pouvaient avoir un ego assez marqué. Je pense par exemple à Jean Renoir, quand Prévert a écrit le scénario d'une partie de campagne qui devait reprendre les rushs déjà tournés pour donner naissance à un long métrage. Renoir l'a refusé. Renoir a dit qu'avec un scénario de Jacques Prévert, il n'avait plus rien à faire. Ce qui a posé beaucoup moins de problèmes, par exemple, avec Marcel Carné, et là, il fonctionnait plus véritablement en symbiose. Donc il y a cette spécificité de l'écriture scénaristique de Prévert, c'est d'être extrêmement visuel, de partir des personnages pour aboutir à l'histoire. C'est un phénomène qu'il doit mettre en place assez tôt, parce qu'en fait la première planche scénaristique que l'on a, c'est une planche de 1934, mais on a un témoignage de Claude Autant-Lara pour Ciboulette, qui est un film de 1933, qui explique déjà que Jacques Prévert prenait une grande planche, la quadrillait, souvent l'accrochait au-dessus de son bureau, et il travaillait debout, comme Victor Hugo d'ailleurs, qu'il aimait beaucoup. On le constate assez fréquemment en analysant ses planches, parce qu'en fait il a des petits trous aux 4 angles, donc on suppose évidemment qu'il l'épinglait au-dessus de son bureau. Donc c'est quelque chose qui commence très tôt. On ne sait pas exactement quand, parce qu'en fait aussi Jacques Prévert a toujours beaucoup déménagé, a peu gardé ses brouillons, donc on a relativement peu d'éléments par rapport à la totalité des scénarios qu'il a pu écrire, mais ça commence très tôt et c'est quelque chose qu'il garde jusqu'à la fin de sa vie, puisque l'une des dernières planches que l'on a, qui est celle des Amours célèbres, qui date de 1961, on a toujours la même structure. Simplement il a dû acquérir de l'assurance, donc les traits ne sont pas tracés, mais il continue à faire ses lignes pour créer ses personnages. Donc c'est une technique récurrente pour l'écriture des scénarios. On est parti d'une première idée qui était de regrouper toutes les planches scénaristiques que nous pouvions trouver. Donc comme je prépare actuellement l'édition des œuvres complètes scénaristiques de Jacques Prévert, ça fait un moment que je travaille sur le sujet, et j'avais essayé de rassembler toutes ces planches scénaristiques. Et puis Textuel, et en l'occurrence Marianne Théry, a décidé d'ouvrir un petit peu le champ et de donner aussi à voir d'autres brouillons scénaristiques de Prévert, d'autres brouillons ultérieurs, et puis des tapuscrits à noter avec des scènes censurées ou des scènes coupées. Donc on a peu à peu créé ce corpus en choisissant le genre de ces documents, et c'est moi qui ai proposé les films traités. On souhaitait qu'une bonne vingtaine de films soient abordés, et des films de cinéastes différents. Qu'il n'y ait pas simplement Carné, mais qu'il y ait aussi Grémillon, Pierre Prévert, qui est le frère de Jacques Prévert et qui est un cinéaste très important pour Jacques. Donc de multiplier les réalisateurs, de multiplier les périodes pour qu'on ait non pas une vue exhaustive, parce que ça c'était évidemment impossible, il faudrait plusieurs volumes, mais qu'on ait une idée de l'ensemble du cinéma de Jacques Prévert.
Ça, c'est pour le choix des documents et le choix de ce corpus. Ensuite, on a décidé ensemble, évidemment, de l'ordre d'apparition des documents. Et puis, c'est textuel et principalement la graphiste Agnès Dahan, qui a travaillé sur l'ensemble du livre, qui a proposé ces pages noires entre les parties, qui a proposé les zooms sur les planches pour pouvoir compléter l'analyse. Alors, les dessins dans ces brouillons de scénario, c'est d'abord, je pense, un pur plaisir personnel, une sorte de délectation, parce qu'en fait, Prévert aimait beaucoup le dessin, aimait beaucoup la peinture, mais il confiait qu'il était doué en dessin comme un enfant de 4 ans, et encore un enfant qui n'aurait pas été doué. Donc là, sur ces brouillons, qui n'étaient pas évidemment destinés à être montrés au départ, il se lâche, il se laisse aller comme ça à ses petits dessins. Donc pur plaisir personnel au départ, je pense, mais au fur et à mesure, quand même, ces dessins s'améliorent et ils donnent à voir des scènes qui vont être montrées dans les films. Sur la planche des Visiteurs du Soir, on voit déjà les trois petits personnages, les 3 petits monstres. Sur Les Enfants du Paradis, la scène de la pantomime avec la pendaison est déjà montrée. Il envisage déjà également le boulevard du crime. Et on voit le funambule marcher sur le fil, qui est le funambule qu'on va retrouver dans le premier plan des Enfants du Paradis. Donc de cette délectation, il a su quand même, après, les utiliser pour une utilité vraiment scénaristique. Et cette écriture très visuelle empiète en partie à la fois sur le travail du décorateur, à la fois sur le travail du metteur en scène. En tout cas, on sait qu'il travaillait souvent en même temps et parfois dans la même pièce avec le décorateur et le réalisateur. Donc on peut aussi envisager que ces petits dessins ont été pensés en commun et que c'est simplement Prévert après qui les a inscrits sur le papier. Ça a été une démarche un peu commune, c'est-à-dire que Textuel, je crois, m'avait entendu lors d'une conférence ici, Cité Véron, avait émis l'envie de publier ces brouillons de Jacques Prévert, ces brouillons de scénario. Le projet restait un peu en suspens pendant 3-4 ans. Et puis est revenu d'actualité au moment de l'annonce de l'exposition sur les Enfants du Paradis de la Cinémathèque française. Donc voilà, on a regroupé ces brouillons. On a eu envie aussi d'ouvrir ce livre à d'autres documents, notamment des documents tapuscrits, des pages de scénarios dactylographiés qui sont annotés, avec parfois des scènes censurées, des scènes coupées. Et de former cet ensemble. Donc c'est un projet commun qui est né vraiment ensemble, avec la volonté aussi de Jenny Bachelot-Prévert, la petite fille de Jacques Prévert. Et par contre le deuxième, celui sur les éphémérides, là c'est vraiment une proposition textuelle qui a eu envie de les regrouper, aussi de les montrer, de les analyser pour la première fois ensemble. Et évidemment j'ai été tout de suite emballée à cette idée parce que ça permettait de traiter par le biais de ces éphémérides le thème de l'amitié pour Prévert, et le thème de l'amitié pour Prévert c'est quelque chose de fondamental, quasiment de vital. Pour Jacques Prévert, l'amitié elle commence très simplement, c'est-à-dire qu'elle commence en un clin d'œil. Dès qu'il voit quelqu'un, il sait tout de suite s'il va l'intégrer dans son monde amical ou non. C'est comme une sorte d'instinct. Et cet instinct ne va jamais le tromper parce qu'en fait, toutes ses amitiés de jeunesse, il va les conserver jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est une amitié fulgurante qui est là d'emblée ou qui n'est pas là. Après, cette amitié, elle a plusieurs spécificités. D'une part, elle est toujours solidaire, toujours courageuse et toujours agissante. Par exemple, pendant l'occupation, Jacques Prévert va aider ses amis juifs, le décorateur Alexandre Tronner et le compositeur Joseph Cosma, à travailler sur des films alors qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Donc il va leur permettre, dans la clandestinité, de faire Les Visiteurs du Soir et Les Enfants du Paradis. Cette amitié aussi, elle est très éclectique parce qu'il y a des gens de tous les âges, de tous les milieux, de toutes les nationalités, et elle est contagieuse parce que les amis des uns deviennent les amis des autres. Donc il y a vraiment ce grand esprit de famille. Et son autre spécificité, c'est d'être très fructueuse au niveau artistique, parce que Jacques Prévert détestait travailler. Donc il fallait qu'il trouve une motivation pour travailler, et sa motivation c'était les amis. Donc on a des amis du cinéma, de la chanson, de la photographie, de la peinture, etc. Donc c'est toujours une amitié très fidèle, une amitié qui naît en un clin d'œil, sur un coup de cœur. C'est une amitié en toute honnêteté, en toute sincérité, donc qui peut donner lieu effectivement à des clashs, mais des clashs qui ne donnent jamais lieu à des séparations quasiment. C'était très difficile de résumer une amitié en 2 pages, pour plusieurs raisons.
D'une part parce que très bizarrement, l'amitié, en fait, qui est un élément capital pour Prévert, elle n'avait quasiment jamais été traitée. Elle avait été traitée par petites touches, ponctuellement, dans des ouvrages beaucoup plus généraux. Et c'est pour ça que ça me paraissait indispensable de l'aborder. Mais de fait, on n'avait que très peu d'éléments. C'est-à-dire que quand j'ai voulu faire ces portraits, effectivement, je savais que Picasso et Prévert étaient les meilleurs amis du monde, mais j'avais très peu d'informations sur leur rencontre, sur leur type de relation, etc. Et c'était la même chose pour tous les amis. C'était une évidence qu'ils étaient amis, mais quand j'ai essayé d'interroger autour de moi les rares témoins qui sont encore présents ou les gens de la famille, je n'avais quasiment aucun élément. Donc en fait, je suis partie en quête de ces éléments. J'ai consulté différents documents dans les archives, de la correspondance par exemple, et puis j'ai lu toutes les biographies, toutes les autobiographies sur toutes les personnes concernées pour essayer de trouver ces éléments que je n'ai pas toujours pu reconstituer, mais que j'ai reconstitués en partie. Et à partir de là, j'ai essayé d'avoir une trame un peu commune, c'est-à-dire à partir de leur rencontre, de leur collaboration artistique, parce qu'à chaque fois ça donne lieu à une collaboration artistique, et puis de glisser quelques anecdotes, quelques moments d'intimité, de témoignages d'affection ou d'amitié. Le cinéma dessiné de Jacques Prévert par Carole Orouet. 192 pages, 99 € aux éditions Textuelles. L'amitié selon Prévert, par Carole Orouet, 144 pages, 19 €, toujours aux éditions Textuelles. Les deux ouvrages sont sortis en octobre 2012.